Chers étudiants, bonjour dans notre 8e cours du principe de marketing. Dans ce cours, nous aborderons le 5e chapitre et le dernier outil du marketing mix, la communication. Les entreprises doivent maintenir une communication constante avec leurs clients, distributeurs et autres parties prenantes, ainsi qu'avec le grand public. En effet, il n'est généralement pas question de savoir s'il faut communiquer ou non, mais plutôt de décider quoi communiquer, à qui, à quelle fréquence et à l'aide de quel outil. La communication n'est pas un seul outil, mais plutôt un mélange de plusieurs outils. Idéalement, selon le concept de communication marketing intégrée, une entreprise coordonnera soigneusement ces éléments de communication pour engager les clients et créer un message clair, cohérent et convaincant sur l'entreprise et ses produits. Les consommateurs ont accès à une multitude de médias sociaux, de chaînes télévisées et radiophoniques, de titres de presse et de pages Internet. Ils ont le pouvoir de choisir les messages qu'ils souhaitent recevoir. Afin de toucher efficacement et d'influencer leurs cibles, les responsables marketing doivent combiner différentes formes de communication. Donc, pour cette raison, aujourd'hui, nous aborderons en détail la communication marketing, le mix de communication, la communication intégrée, les éléments de la communication et comment élaborer une campagne de communication. Donc, nous commencerons par présenter les différents outils de mix de communication. Ensuite, nous examinerons les étapes de développement des communications marketing et le processus de budgétisation de la communication. Ensuite, nous présenterons les outils spécifiques de communication marketing, la publicité, les relations publiques, la vente personnelle et la promotion des ventes, et le marketing direct en ligne, et sur aussi le marketing sur les médias sociaux. Commençons maintenant par la définition de la communication marketing. La communication marketing correspond aux moyens employés par une entreprise pour informer et persuader les clients actuels et potentiels directement et indirectement et leur rappeler les marques, les produits et les services qu'elle commercialise. Donc on peut dire que la communication marketing représente les moyens utilisés par une entreprise pour informer et persuader tant ses clients actuels que potentiels de manière directe ou indirecte, tout en leur rappelant les marques, les produits et les services qu'elle propose. En réalité, la communication est la voix de l'entreprise, établissant un lien de contact et de dialogue avec les clients. Elle leur présente comment, pourquoi, par qui, où et quand utiliser un produit. Elle explique qui le fabrique, quels sont les vendeurs de l'entreprise et incite les clients à essayer ou à racheter le produit. Elle crée des associations mentales entre les marques et les personnalités, des lieux, des événements, des expériences, des émotions, des objets et parfois même d'autres marques. La communication contribue au capital de la marque en construisant la notoriété, en nourrissant l'image de la marque, en favorisant la fidélité des clients. Maintenant, quelles sont les différentes formes de communication, appelées aussi le mix de communication, c'est-à-dire les outils de communication? Donc, il existe généralement 7 moyens de communication. La publicité, la promotion des ventes, le parrainage et les événements, les relations publiques, le marketing digital, le marketing direct et de base de données, ainsi que la force de vente. Commençons maintenant par la forme la plus connue dans la communication qui est la publicité. La publicité, c'est toute forme payante de présentation non personnalisée d'idées, de biens et de services dans les médias, comme dans la presse, les radios, télévision, les affichages, le web et les téléphones mobiles. Le deuxième moyen, c'est la promotion des ventes. C'est tout stimulant à court terme destiné à encourager l'achat
ou l'essai d'un produit ou d'un service, comme les échantillons, la réduction des prix, le volume gratuit, les coupons, etc. Troisième moyen de communication, le parrainage d'événements et d'expériences. C'est toute activité et tout programme parrainé par l'entreprise et créant une interaction avec la marque, incluant les activités promouvant une cause, un projet sportif, culturel ou de santé. Le quatrième moyen, c'est les relations publiques. C'est tout programme ayant pour but d'améliorer l'image d'une entreprise en interne ou auprès de ses différents interlocuteurs externes, parmi lesquels le grand public, les pouvoirs publics, les autres entreprises et les médias. Les moyens utilisés généralement, c'est la relation de presse, la publicité rédactionnelle, la communication institutionnelle, le lobbying, le journalisme, etc. Le cinquième moyen de communication, la vente personnelle. C'est toute conversation orale avec un ou plusieurs acheteurs potentiels dans le but de présenter un produit, répondre à des objections et prendre une commande. Le sixième moyen, c'est le marketing direct. Le marketing direct implique une approche ciblée et personnalisée pour atteindre directement des individus spécifiques. Les outils généralement utilisés dans cette approche est le publipostage, les appels téléphoniques, les SMS, les emails personnalisés, les visites de représentants commerciaux, etc. Le dernier moyen de communication, le marketing digital. Le marketing digital, également appelé le marketing en ligne ou marketing numérique, fait référence à l'utilisation de canaux et de technologies numériques pour promouvoir des produits, des services ou des marques, comme par exemple les sites web, les applications mobiles, marketing sur les médias sociaux, etc. En même temps, la communication marketing va au-delà de ces outils de communication spécifiques. Le design de produits, son prix, la forme et la couleur de son emballage, ainsi que les magasins qui le vendent, communiquent tous quelque chose aux acheteurs. Ainsi bien que le mix communication soit l'activité principale d'engagement et de communication de l'entreprise. L'ensemble, c'est l'ensemble du mix marketing communication, produits, prix et distribution doit être coordonné pour avoir le plus grand impact. Passons maintenant à un autre concept important dans la communication marketing qui est la communication intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire la communication intégrée? La communication intégrée est un plan d'ensemble qui évalue les rôles respectifs des différents outils de communication et les combine pour atteindre la cohérence et l'efficacité. Il est essentiel de comprendre comment les différents outils de communication se complètent et créent des synergies. En plus de distinguer ces outils et de comprendre leurs effets spécifiques, il est primordial de développer un plan de communication global qui intègre les diverses manières dont la communication impactera l'attitude et le comportement des clients. Dans le domaine du marketing, il est généralement préconisé de combiner plusieurs outils de communication et de les adapter en fonction des étapes de la campagne afin d'atteindre un public plus large et d'accroître l'efficacité. Une gestion intégrée de la communication renforce la cohérence du message, contribue à renforcer l'image de la marque et a un effet positif sur les ventes. Chaque outil améliore l'efficacité des autres. Par exemple, les actions promotionnelles s'avèrent plus efficaces lorsqu'elles sont combinées à une campagne publicitaire. Maintenant, les éléments de la communication. Afin de communiquer de manière efficace, les marketeurs doivent avoir une compréhension approfondie du processus de communication. Celui-ci comprend 9 éléments comme illustré dans cette figure. Parmi ces éléments, nous retrouvons deux acteurs clés de la communication, l'émetteur et le récepteur. Deux autres éléments majeurs sont les outils de communication, le message et le média. En outre,
4 éléments jouent des rôles importants en tant que fonction de communication: l'encodage, le décodage, la réponse et la rétroaction ou le feedback. Donc le dernier élément est le bruit qui peut perturber le processus de communication. Laissons-nous appliquer à une publicité télévisée de McDonald's mettant en avant, par exemple, le slogan I'm loving it. On a l'émetteur. L'émetteur est la partie qui envoie le message à une autre partie. Dans ce cas, par exemple, le McDonald's. On a l'encodage, c'est le processus consistant à mettre une pensée sous forme symbolique. Par exemple, l'agence de publicité de McDonald's assemble des mots, des sons et des illustrations pour créer une publicité télévisée qui transmettra le message souhaité. On a aussi le message. C'est l'ensemble des symboles que l'émetteur transmet, la publicité télévisée réelle de McDonald's. On a aussi les médias. C'est les canaux de communication par lesquels le message circule de l'émetteur au récepteur. Dans ce cas, par exemple, la télévision et les programmes télévisés spécifiques que McDonald's sélectionne. On a aussi le décodage. Le décodage est le processus par lequel le récepteur attribue une signification au symbole encodé par l'émetteur. Par exemple, un consommateur regarde la publicité de McDonald's et interprète les mots et images qu'elle contient. Et on a le récepteur. Le récepteur, c'est la partie qui reçoit le message envoyé par une autre partie. Dans ce cas, par exemple, le client qui regarde la publicité de McDonald's. Et on a la réponse. La réponse, c'est les réactions du récepteur après avoir été exposé au message. Elles peuvent être multiples. Par exemple, le consommateur peut animer davantage McDonald's, c'est-à-dire aimer bien le McDonald's. Et être par exemple plus susceptible de manger chez McDonald's. Ou bien aussi ne rien faire du tout. On a l'autre élément, c'est le feedback ou aussi appelé la rétroaction. C'est la partie de la réponse du récepteur qui est communiquée à l'émetteur. Par exemple, McDonald's effectue des recherches pour savoir si les consommateurs sont frappés par la publicité et s'en souviennent ou s'ils envoient des courriels ou appelant McDonald's pour louer ou critiquer la publicité de ces produits. Et on a le dernier élément qui est le bruit. Le bruit, c'est les interférences ou distorsions imprévues pendant le processus de communication, ce qui fait que le récepteur reçoit un message différent de celui envoyé par l'émetteur. Ici, par exemple, le consommateur est distrait en regardant la publicité à la télévision et on manque les points clés. Donc, pour qu'un message soit efficace, le processus d'encodage de l'émetteur doit s'harmoniser avec le processus de décodage du récepteur. Les meilleurs messages sont constitués de mots et d'autres symboles familiers au récepteur. Plus le domaine d'expérience de l'émetteur chevauche celui du récepteur, plus le message est susceptible d'être efficace. Les communicateurs marketing ne partagent pas toujours le même domaine d'expérience que le client. Par exemple, un rédacteur publicitaire issu d'un milieu socio-économique peut créer des publicités pour les clients d'un autre niveau socio-économique. Cependant, pour communiquer efficacement, le communicateur marketing doit comprendre le domaine d'expérience du client. Alors ce modèle met en évidence plusieurs facteurs clés d'une bonne communication. Les émetteurs doivent savoir quelle audience ils souhaitent atteindre et quelles réponses ils recherchent. Ils doivent être capables d'encoder des messages en tenant compte de la manière dont le public cible les décrypte. Ils doivent envoyer des messages par le biais de médias qui atteignent les publics cibles et ils doivent développer des canaux de rétroaction ou bien de feedback
pour évaluer la réaction du public au message. De plus, dans l'environnement interactif des médias aujourd'hui, les entreprises doivent être prêtes à inverser le processus de communication, c'est-à-dire devenir de bons récepteurs et répondants aux messages envoyés par les consommateurs. Passons maintenant à la question ultime: comment élaborer une campagne de communication? La figure que vous voyez ici présente les 7 étapes d'élaboration d'une communication efficace. Ces étapes sont: identifier la cible de communication, fixer les objectifs de la communication, élaborer le message, choisir les canaux de communication, établir le budget nécessaire, définir le mix de communication, c'est-à-dire les moyens de communication, et enfin, mesurer le résultat de communication. La première étape, identifier la cible de communication. Un responsable marketing doit en premier lieu déterminer le public auquel il souhaite s'adresser, que ce soit les clients actuels, les clients potentiels, les revendeurs ou les prescripteurs. Il est crucial de souligner que la cible de communication peut différer de la cible marketing. Par exemple, un fabricant de produits cosmétiques hypoallergéniques peut viser à communiquer avec des dermatologues afin qu'ils recommandent la marque, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des acheteurs potentiels. De même, un éditeur de livres pour jeunes peut orienter sa communication vers les enfants ou les parents. De plus, un constructeur automobile peut privilégier une partie spécifique de sa cible marketing, telle que les fonds d'automobile ou les jeunes, dans l'espoir que les autres clients ciblés emboîteront le pas. Le choix de la cible de communication a un impact significatif sur le contenu du message, la manière de le transmettre, les canaux utilisés et le moment opportun pour le faire. Par conséquent, il est essentiel d'analyser minutieusement le profil de la cible de communication en évaluant son niveau d'utilisation du produit ou du service et sa fidélité à la marque. Est-ce que la cible est constituée de nouveaux utilisateurs, d'utilisateurs occasionnels ou d'utilisateurs fréquents? Sont-ils fidèles à la marque, à un concurrent ou bien changent-ils régulièrement de marque? L'entreprise doit également procéder à une analyse d'image pour comprendre comment la marque est perçue par la cible actuellement. La prochaine étape, la deuxième étape, consiste à définir la réponse que l'on souhaite obtenir de la cible. Il est important de déterminer si l'on attend une réaction d'ordre cognitif, affectif ou comportemental. Ensuite, on peut adopter 4 types d'objectifs. Le premier objectif, par exemple, générer du désir pour la catégorie de produits. Cela peut être pertinent pour une nouvelle catégorie ou une nouvelle génération de produits. Par exemple, stimuler le désir pour les voitures électriques. Deuxième type d'objectif, c'est de construire la notoriété de la marque ou du produit. L'objectif ici est d'imposer la marque ou le produit à l'esprit des clients et de le rendre le plus familier. Troisième type d'objectif, c'est forger l'attitude envers la marque ou le produit. Cela implique la divulgation d'informations ou la création d'émotions favorables pour susciter une attitude positive envers la marque ou le produit. Quatrième type d'objectif, c'est d'influencer l'intention d'achat. Cela peut se faire par le biais de campagnes promotionnelles ponctuelles telles que des réductions de prix pendant une semaine dans le but de favoriser l'intention d'achat des consommateurs. En définissant clairement ces objectifs, la campagne de marketing pourra être planifiée et exécutée de manière plus ciblée et efficace. La troisième étape, construire le message. Une fois la cible et la réponse souhaitée identifiées,
Le responsable marketing doit maintenant élaborer un message approprié en répondant à 3 questions clés. Que dire, c'est-à-dire le contenu du message. Il s'agit de déterminer quel message transmettre à la cible. Le contenu doit être adapté aux objectifs de la campagne et aux besoins ou intérêts de la cible. Il peut s'agir d'informations sur le produit, de ses avantages, d'arguments émotionnels ou relationnels ou bien rationnels, ou d'autres éléments pertinents pour susciter l'attention et l'intérêt du public cible. La deuxième question, comment le dire, ou bien la stratégie créative. La stratégie créative concerne la manière dont le message sera présenté pour attirer l'attention, créer un impact et transmettre le contenu de manière mémorable. Cela peut impliquer l'utilisation de visuels percutants, de slogans accrocheurs, de scénarios engageants, d'humour, de narration ou de tout autre élément créatif qui soutiendra l'objectif de la campagne. La troisième question, qui doit le dire, ou bien la source de message. Le choix de la source de message est également crucial. Il s'agit de déterminer qui sera l'émetteur du message. Cela peut être une célébrité, un expert du domaine, un consommateur satisfait, ou même la marque elle-même. Le choix de la source influencera la crédibilité et l'impact du message sur la cible. En répondant à ces 3 questions de manière réfléchie, le responsable marketing pourra élaborer un message puissant, convaincant et bien ciblé qui maximisera l'efficacité de la campagne de communication. Passons maintenant aux détails pour chaque question. Le contenu du message. À cette étape, il est primordial de définir le message qui suscitera la réponse désirée chez le récepteur. Ce message peut être lié à la performance intrinsèque du produit ou du service, tel que sa qualité ou son prix, ou il peut être axé sur des éléments d'aspiration visant à démontrer que la marque est contemporaine, populaire, traditionnelle, etc. La consommation d'un produit peut apporter différentes récompenses au consommateur, qu'elles soient d'ordre rationnel, sensoriel, social ou liées à la perception d'eux-mêmes. Ces récompenses peuvent être ressenties pendant la consommation, après celle-ci ou de manière incidente, ce qui entraîne divers types de contenus de messages. Par exemple, un message soulignant que la lessive rend les vêtements propres correspond à une promesse rationnelle qui sera réalisée après avoir utilisé le produit. En revanche, le caractère réfraîchissant d'une boisson représente une promesse sensorielle qui sera ressentie pendant l'expérience de consommation. Il est donc essentiel de sélectionner soigneusement le contenu du message afin qu'il corresponde aux motivations et aux attentes de la cible, et ce dans le but de susciter l'impact recherché et d'atteindre les objectifs fixés pour la campagne de communication. Deuxièmement, la stratégie créative autour du message. La réussite de la communication dépend aussi de la manière dont le message est présenté. Les stratégies créatives sont utilisées pour donner une forme spécifique au contenu du message. D'une manière générale, on peut classifier les messages en 2 catégories selon leur nature. Les messages informationnels et les messages transformationnels. Les messages informationnels. Les messages informationnels reposent sur les caractéristiques du produit et les avantages qu'il offre au client. Ils incluent des publicités qui mettent l'accent sur la résolution des problèmes, des démonstrations des produits, ainsi que des témoignages de clients. Ce type de communication suppose que le client traite l'information de manière rationnelle. Il est souvent utilisé pour promouvoir des produits qui nécessitent une prise de décision basée sur la logique plutôt que sur des émotions. Plusieurs recherches ont étudié comment persuader efficacement avec les messages informationnels et ont comparé différentes structures de messages. Les premières études suggéraient qu'il était préférable d'expliciter clairement les implications
des messages, mais des recherches ultérieures ont montré que les messages qui posent des questions et permettent à l'audience de tirer ses propres conclusions sont très efficaces. Ce type de traitement cognitif favorise l'impact du message. Dans le cas des produits innovants, il est recommandé de mettre l'accent sur les avantages pour encourager un achat à long terme et de souligner les pertes potentielles pour encourager un achat à court terme. Concernant la présentation des messages, il est courant de privilégier une approche univoque en mettant en évidence uniquement les avantages des produits. Cependant, lorsque l'audience a priori hostile à la marque ou a une bonne connaissance du sujet, un message présentant à la fois les avantages et les inconvénients des produits s'avère plus efficace. En ce qui concerne l'ordre de présentation des arguments dans le cas d'un message univoque, il est préférable de commencer par les arguments les plus puissants pour susciter l'attention et maintenir l'intérêt, en particulier dans une annonce presse où l'audience peut ne retenir qu'une partie du message. Cependant, lorsqu'une audience captive est présente, comme lors d'une conférence ou d'une présentation commerciale, il peut être plus efficace de conclure par les arguments les plus percutants. Enfin, dans le cas d'un message à double sens et lorsque l'audience est a priori hostile, il est préférable de commencer par présenter les arguments contraires. Cela désarme l'audience et permet de conclure avec le message le plus fort. Deuxième type des messages, les messages transformationnels. Les messages transformationnels se basent sur des éléments qui vont au-delà des caractéristiques directes du produit. Ils mettent en avant les personnes utilisant la marque ou les expériences qu'elle procure. Leur avantage est de susciter des émotions qui incitent à l'achat. En privilégiant généralement des communications génératrices d'émotions positives, on cherche à influencer l'attitude du consommateur envers l'annonce publicitaire, ce qui aura un impact sur leur attitude envers la marque elle-même. Pour capter l'attention et favoriser la mémorisation, diverses approches peuvent être utilisées, telles que l'humour, l'évocation de l'amour, de la fierté, de la joie, la mise en scène de personnages attachants, l'utilisation de musique célèbre, etc. Ces approches sont particulièrement appréciées dans l'environnement publicitaire actuel où les consommateurs sont exposés à un nombre de publicités où il est essentiel de se démarquer pour capter leur attention. D'un autre côté, les approches négatives font appel à la peur, la culpabilité ou à la honte, surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir des comportements plus responsables, par exemple en encourageant une alimentation saine pour lutter contre l'obésité, en promouvant le port de la ceinture de sécurité, en décourageant le tabagisme ou en luttant contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Bien que ces approches puissent attirer l'attention, elles peuvent mettre en retrait la marque et nuire à la compréhension du message ou à son pouvoir persuasif. Il est donc essentiel de les utiliser avec prudence et de bien évaluer leur impact potentiel. Dans le contexte publicitaire, où l'émotion et la connexion émotionnelle avec les consommateurs sont des éléments clés pour capter leur attention et favoriser leur engagement à long terme, les messages informationnels jouent un rôle crucial en créant une relation positive et durable entre la marque et sa clientèle. Troisièmement, la source du message. Dans de nombreuses communications, ce n'est pas directement la marque qui parle, mais un porte-parole, qu'il soit anonyme ou célèbre. La crédibilité de source est essentielle pour que le message soit efficace, et cela est appelé l'effet de source. Par exemple, les marques de dentifrice peuvent utiliser des dentistes pour promouvoir les avantages de leurs produits, ou les organismes de lutte anti-tabac peuvent faire appel à d'anciens fumeurs pour témoigner de l'efficacité de leur programme de désintoxication.
et de nombreux secteurs font appel à des célébrités pour vanter les mérites de leur marque. 3 facteurs influencent la crédibilité d'une source: l'expertise, la confiance, l'empathie. Tout d'abord, l'expertise qui concerne les compétences que la personne est censée avoir pour parler des produits. Par exemple, lorsque Rafael Nadal explique que les cordes des raquettes Babola peuvent l'aider à mieux jouer au tennis. Il est perçu comme particulièrement crédible pour évaluer la marque. Deuxièmement, la confiance. La confiance qui est accordée à la source en fonction de sa perception de désintéressement. Les gens ont tendance à accorder plus de confiance à un ami qu'à un vendeur. Troisièmement, c'est l'empathie, et qui dépend de l'attrait que la source exerce sur l'audience. La source doit être sympathique, sincère et naturelle pour être perçue comme crédible. Lorsqu'une personne a une image cohérente avec la marque ou le message de communication, on parle de congruence. Une bonne congruence entre la source et la marque ou le message rend la communication particulièrement efficace, que cette congruence soit élevée ou modérée. Dans ces cas, le message est généralement mieux reçu et les destinataires y portent une plus grande attention. En revanche, lorsque la congruence est faible, la communication devient moins efficace car le message peut sembler moins crédible ou pertinent aux yeux du public. La quatrième étape pour élaborer une campagne de communication, choisir les canaux de communication. Après avoir défini la cible, les objectifs et le message, le responsable marketing doit choisir les canaux de communication appropriés pour atteindre son public cible de manière efficace. Ces canaux peuvent être divisés en 2 grandes catégories: les canaux personnels et les canaux impersonnels. Commençons par les canaux personnels. Les canaux personnels englobent tous les moyens permettant un contact direct et individualisé avec le public cible, que ce soit en personne, par téléphone ou via Internet. Ces communications interpersonnelles sont efficaces car elles permettent une présentation personnalisée, favorisant ainsi des réponses et des ajustements en temps réel. Les canaux personnels comprennent le marketing direct, la force de vente et le bouche à oreille et peuvent être répartis en 3 groupes distincts: les canaux commerciaux, les canaux d'experts et les canaux sociaux. Les canaux commerciaux, ils impliquent la force de vente qui entre en contact direct avec les acheteurs potentiels, que ce soit en présentant des produits en personne ou en établissant des communications téléphoniques personnalisées. Pour les canaux des experts, ces canaux regroupent des personnes indépendantes telles que les prescripteurs ou des consultants qui exercent une influence sur l'acheteur en raison de leurs compétences et de leur expertise dans un domaine spécifique. Pour les canaux sociaux, ils se forment à travers des relations personnelles de l'acheteur, incluant ses collègues, ses amis, sa famille, etc. La bouche à oreille entre dans cette catégorie, car les recommandations et les opinions échangées avec des proches peuvent influencer les décisions d'achat. En général, les canaux personnels exercent une influence prédominante dans 2 cas particuliers. D'abord, lorsque le produit est coûteux, il présente un risque élevé ou nécessite des achats peu fréquents. Ensuite, lorsque son utilisation transmet un statut ou reflète les goûts du consommateur. Dans de telles situations, les individus ont tendance à chercher des conseils et des recommandations auprès de leur entourage. Pour les services, le poids des canaux personnels est particulièrement marqué. Les gens sollicitent fréquemment des recommandations lorsqu'ils cherchent un médecin, un plombier, un hôtel, un avocat, un architecte, etc. Cela incite les entreprises spécialisées à mettre en place des systèmes efficaces d'ambassadeurs et de recommandations pour renforcer leur présence sur le marché. Même dans des secteurs tels que l'alimentation, le cinéma ou la distribution, la bouche à oreille joue un rôle essentiel.
Des entreprises célèbres comme Red Bull, Starbucks ou Amazon ont considérablement développé leur croissance en s'appuyant sur ce point puissant. Le bouche à oreille peut se développer de manière naturelle, mais il peut également être stimulé par des stratégies marketing spécifiques. Les publicitaires s'efforcent de générer des médias gagnés tels que des commentaires ou et des discussions sur les blogs et les médias sociaux, en capitalisant sur leurs efforts de publicité payée et de médias détenus. Pour les petites et moyennes entreprises, la bouche à oreille peut être particulièrement efficace, car elles peuvent créer des liens plus personnels avec leurs clients. De nombreuses PME choisissent ainsi d'investir dans les médias sociaux plutôt que dans les médias traditionnels pour tirer parti de cet avantage relationnel. Maintenant, les canaux impersonnels ou les canaux de masse. Les canaux impersonnels rassemblent tous les outils de communication qui diffusent le message sans contact personnalisé. Voici quelques exemples de ces canaux. La publicité, la promotion des ventes, le parrainage et événementiel, relations publiques, placement de produits, le contenu viral, etc. La publicité, par exemple, utilise différents médias pour présenter le message à une large audience. Cela peut inclure des annonces télévisées, des spots radio, des publicités imprimées dans des journaux et des magazines, des bannières publicitaires en ligne, etc. Concernant la promotion des ventes, il s'agit de stratégies visant à stimuler l'achat immédiat en offrant des incitations spéciales telles que des réductions, des bons, des offres spéciales, des cadeaux gratuits, etc. Il y a le parrainage et l'événementiel. Les marques peuvent parrainer des événements, des concerts, des festivals, des équipes sportives, etc. Cela leur permet de générer de l'attention et d'associer leur image à des expériences positives. Il y a aussi les relations publiques. Les relations publiques visent à créer une image positive de la marque en travaillant avec les médias, en organisant des événements de presse, en publiant des communiqués de presse, etc. Il y a aussi, on peut trouver les placements de produits. Certaines marques optent pour le placement de leurs produits dans des films, des émissions de télévision ou des vidéos musicales pour accroître la visibilité et leur notoriété. Il y a le contenu viral. Certaines marques créent du contenu amusant, des blagues ou du concours cocasses qu'elles partagent sur Internet pour qu'ils se propagent rapidement et atteignent un large public. Ces canaux impersonnels offrent l'avantage de toucher une audience plus vaste, mais ils peuvent manquer de personnalisation et d'interaction directe avec les consommateurs. Par conséquent, les entreprises cherchent souvent à combiner ces canaux avec les approches les plus personnalisées pour maximiser l'impact de leur communication marketing. Passons maintenant à l'intégration de ces canaux de communication. L'intégration des canaux de communication fait référence à l'alignement et la coordination de tous les canaux de communication utilisés par une entreprise pour transmettre un message cohérent et harmonieux à son public cible. L'objectif principal de l'intégration des canaux est de créer une expérience de marque unifiée et homogène pour les consommateurs, quel que soit le point de contact qu'ils utilisent pour interagir avec la marque. L'intégration des canaux de communication implique plusieurs aspects importants: la cohérence des messages et la complémentarité des canaux. Concernant la cohérence des messages, tous les canaux de communication utilisés par l'entreprise doivent véhiculer le même message central, que ce soit à travers la publicité, le marketing numérique, les réseaux sociaux, les relations publiques, etc. Le message doit être cohérent pour éviter toute confusion et créer une perception claire de la marque dans l'esprit des consommateurs. Deuxièmement, la complémentarité des canaux. Les différents canaux de communication doivent se compléter et se renforcer mutuellement. Par exemple,
Une campagne publicitaire télévisée peut être soutenue par des publications sur les réseaux sociaux pour créer une plus grande notoriété et encourager l'interaction avec les consommateurs. Passons maintenant à la cinquième étape dans l'élaboration d'une campagne de communication, établir le budget de communication. Toute entreprise doit décider du montant global de son investissement en communication. 4 méthodes sont couramment employées pour définir ce budget. Il y a la méthode fondée sur les ressources disponibles, la méthode de pourcentage du chiffre d'affaires, la méthode d'alignement sur la concurrence et dernièrement, la méthode fondée sur les objectifs et les moyens. Commençons par la première méthode. La méthode fondée sur les ressources disponibles pour établir le budget de communication est couramment utilisée par de nombreuses entreprises. Elle consiste à allouer des fonds à la communication en fonction des ressources financières dont l'entreprise dispose ou estime pouvoir consacrer à cette fonction. Habituellement, cette décision est prise en consultation avec le responsable financier de l'entreprise. Bien que cette méthode puisse sembler simple et pratique à mettre en œuvre, elle présente certains inconvénients et limitations. Voici quelques-uns des problèmes associés à cette approche. Premièrement, l'absence de lien avec les objectifs commerciaux. En se basant uniquement sur les ressources disponibles, l'entreprise risque de ne pas établir de lien direct avec ses objectifs commerciaux et l'effort de communication. Le budget peut être déterminé de manière arbitraire sans prendre en compte les besoins réels pour atteindre les objectifs de vente, de notoriété ou autres. Deuxième inconvénient, c'est le manque de planification à long terme. Cette méthode peut entraîner une planification à court terme car le budget est réévalué chaque année en fonction des ressources disponibles pour cette période. Cela peut limiter la capacité de l'entreprise à mettre en place des stratégies de communication à long terme nécessaires pour créer une image de marque durable et pour développer des relations solides avec les clients. La troisième limitation est la limitation de la croissance. En allouant des ressources qu'en fonction des moyens disponibles, l'entreprise peut se restreindre et limiter sa croissance potentielle. Une communication efficace peut être essentielle pour développer de nouveaux marchés et accroître la part de marché de l'entreprise, mais cela nécessite souvent des investissements supplémentaires. La deuxième méthode, le pourcentage du chiffre d'affaires. La méthode consiste à fixer le budget de communication en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente. Cependant, cette méthode présente certaines limites et critiques importantes. Tout d'abord, la causation inversée. Cette méthode aborde le problème à l'inverse en considérant les ventes comme la cause de la communication, alors qu'en réalité, c'est la communication qui peut contribuer à stimuler les ventes. En privilégiant le chiffre d'affaires de l'année précédente comme base pour le budget, l'entreprise peut ne pas allouer suffisamment de ressources pour des initiatives de communication innovantes et efficaces qui pourraient générer une croissance supplémentaire des ventes. Deuxièmement, la limitation des opportunités de développement. En fixant le budget en fonction du chiffre d'affaires existant, l'entreprise peut limiter ses possibilités de développement et de croissance. Une stratégie de communication robuste peut être essentielle pour explorer de nouveaux marchés, lancer de nouveaux produits ou services et accroître la part de marché, mais cela nécessite souvent des investissements supplémentaires. Troisième inconvénient, c'est l'absence de planification à long terme. Cette méthode ne favorise pas la planification à long terme car elle est basée sur la fluctuation annuelle du chiffre d'affaires. Elle ne permet pas d'établir un plan d'action sur plusieurs années, ce qui peut être nécessaire pour les projets de communication à plus long terme. Quatrième inconvénient, c'est le manque de critères logiques. Le pourcentage choisi pour le budget n'est souvent pas basé sur des critères logiques ou des indicateurs clés de performance. Il dépend souvent du choix passé
de l'entreprise ou de ses concurrents, ce qui peut ne pas refléter les besoins actuels de communication ou les objectifs commerciaux. La troisième méthode, c'est la méthode d'alignement sur la concurrence. Cette approche consiste à aligner le budget de communication sur les dépenses de ses concurrents. Cette méthode vise à maintenir une certaine parité avec les dépenses publicitaires de la concurrence. Cependant, cette approche présente également des limites et des critiques. Tout d'abord, il existe la différence entre les marques. Chaque marque a ses propres objectifs, stratégies, ressources et réputation. Les entreprises diffèrent considérablement les uns des autres. Il n'est pas raisonnable de supposer que la concurrence a nécessairement adopté les meilleures méthodes de détermination budgétaire. Ce n'est pas parce qu'un concurrent dépend beaucoup dans la publicité que cela correspond à la meilleure approche pour une autre marque. Le deuxième inconvénient, c'est le manque de justification logique. Aligner le budget sur celui du concurrent n'est pas basé sur des critères objectifs ou des données clés. Cela ne prend pas en compte les besoins spécifiques de communication de l'entreprise ni les objectifs commerciaux. Troisième inconvénient, c'est l'absence de stratégie propre. En se basant uniquement sur les dépenses de la concurrence, une entreprise risque de négliger sa propre stratégie de communication. Les décisions budgétaires doivent être alignées sur les objectifs spécifiques de la marque, son positionnement sur le marché et les besoins de sa clientèle. La dernière méthode est la méthode fondée sur les objectifs et les moyens. La méthode fondée sur les objectifs et les moyens pour établir le budget de communication est une approche plus stratégique et précise. Cette méthode suppose que le responsable marketing commence par définir clairement les objectifs de communication qu'il souhaite atteindre. Ensuite, il identifie les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs et évalue les coûts associés à ces moyens. La somme totale obtenue de ces coûts constitue alors le budget de communication. Pour illustrer cette méthode, prenons l'exemple de lancement d'une nouvelle boisson et les 6 étapes qui peuvent être suivies. Tout d'abord, déterminer la part de marché à atteindre. Supposons que l'annonceur souhaite obtenir 8% du marché, ce qui représente 800 000 clients sur un marché potentiel total de 10 millions de consommateurs. Deuxième étape, c'est calculer le pourcentage d'individus exposés au message. Par exemple, l'entreprise décide d'exposer 80% du marché potentiel, soit 8 millions de personnes au message publicitaire. Troisième étape, estimer le pourcentage d'individus à persuader d'essayer la nouvelle marque. Si l'entreprise considère que 40% des clients ayant essayé la marque deviendront des acheteurs réguliers, elle doit convaincre 2 millions de consommateurs d'essayer le produit, soit 25% des personnes exposées au message. Quatrième étape, c'est déterminer le nombre d'expositions nécessaires. Si par exemple on estime que 40 expositions pour chaque personne de la cible permettent d'obtenir un taux d'essai de 25%, alors l'entreprise aura besoin de 40 fois 8 millions d'expositions. Cinquième étape, c'est de calculer le nombre de JRP, ou bien Gross Rating Point, à acheter. Un JRP correspond à un contact avec 1% de la cible. Si l'entreprise veut que sa publicité soit vue 40 fois par 80% du marché, elle doit acheter 3200 JRP, c'est-à-dire 40 fois 80. Et dernièrement, établir le budget. Si le coût de JRP dans le secteur est de 150 €, alors le budget total nécessaire pour atteindre les objectifs de communication sera de 3200 fois 150, soit 480 000 €. Passons maintenant à l'arbitrage relatif au budget de communication. Les arbitrages relatifs au budget de communication dépendent de plusieurs facteurs spécifiques au produit et au marché. Voici quelques éléments qui influencent le poids des dépenses de communication de le marketing mix. Commençons tout d'abord par le type de produit.
Le type de produit joue un rôle essentiel dans la décision du budget de communication. Les produits de grande consommation, tels que les produits de beauté ou les produits alimentaires, peuvent nécessiter des budgets de communication plus importants pour se différencier sur un marché compétitif. Deuxième facteur, c'est le stade dans le cycle de vie des produits. Les besoins en communication peuvent varier selon le stade du produit dans son cycle de vie. Par exemple, les produits en phase de lancement peuvent nécessiter des investissements plus importants pour créer une notoriété et attirer de nouveaux clients, tandis que les produits matures peuvent se contenter d'un budget de communication moins élevé pour maintenir leur position sur le marché. Troisième élément est le degré de différenciation. Si un produit est hautement différencié et unique sur le marché, il peut nécessiter un budget de communication plus élevé pour expliquer ses avantages distinctifs aux consommateurs. Quatrième élément, ressenti des clients quant à la nécessité du produit. Si le produit est perçu comme essentiel par les clients, il peut nécessiter moins d'efforts de communication pour susciter l'intérêt. En revanche, si le besoin des produits est moins évident, un budget de communication plus important peut être nécessaire pour éduquer les clients potentiels sur son utilité. Dernièrement, est la distribution et politique marketing. Si la distribution ne soutient pas suffisamment la marque ou si la politique marketing change fréquemment, un budget de communication plus élevé peut être nécessaire pour compenser ces lacunes. En théorie, l'objectif serait d'investir dans la communication tant que chaque euro supplémentaire investi dans ce domaine apporte un profit équivalent à chaque euro supplémentaire investi dans d'autres domaines tels que la qualité des produits ou le système de distribution. Cependant, en pratique, il peut être difficile de quantifier précisément les résultats de la communication et d'évaluer son retour sur investissement, de manière bien sûr exhaustive. La sixième étape maintenant dans l'élaboration d'une campagne de communication est le mix de communication. Une fois le budget de communication établi, la prochaine étape importante pour les entreprises est de répartir ce budget entre les différents outils de communication disponibles. Cette répartition dépendra des objectifs spécifiques de l'entreprise, des caractéristiques du marché et de la cible, ainsi que des préférences et des priorités marketing. Chaque entreprise peut adopter une approche différente dans la répartition de son budget de communication, et cela peut varier même à l'intérieur d'un même secteur. Certaines entreprises peuvent privilégier certains outils de communication en fonction de leur stratégie de marque, de leur positionnement sur le marché ou de leur public cible. Par exemple, les outils de communication que les entreprises peuvent utiliser, on trouve la publicité, la force de vente, la promotion des ventes, les relations publiques, le marketing digital, l'événementiel, etc. La publicité, par exemple, peut être diffusée à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, etc. Elle permet d'atteindre un large public et de créer une notoriété de la marque. Pour la force de vente implique des représentants ou des commerciaux qui entrent en contact direct avec les clients pour promouvoir les produits ou services de l'entreprise. C'est une approche plus personnalisée qui peut être efficace pour convaincre les clients et générer des ventes. On a aussi par exemple la promotion des ventes. La promotion des ventes, comme les réductions, les bons de réduction, les offres spéciales, etc., sont des tactiques de promotion des ventes qui peuvent inciter les clients à acheter. On a aussi les relations publiques. Les relations publiques incluent les activités visant à gérer et entretenir la réputation de l'entreprise auprès des publics, des médias et des parties prenantes. Et aussi, on a le marketing digital. Le marketing digital comprend les efforts de communication en ligne, tels que le marketing par email,
les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux, le référencement, etc. Donc, en général, les différents outils de communication se complètent. Ils se renforcent mutuellement. Et il est souvent bénéfique d'utiliser une approche intégrée où ces outils sont utilisés de manière cohérente pour atteindre les objectifs de communication de l'entreprise. Une gestion intégrée des différents moyens de communication est essentielle pour assurer la cohérence des messages, la maximisation de l'efficacité des efforts et l'optimisation du retour sur investissement global en matière bien sûr de communication. Donc, les grands outils de communication présentés au début de ce cours ont chacun leurs caractéristiques spécifiques. Commençons par la publicité. La publicité est un outil de communication très puissant qui permet de toucher une audience dispersée géographiquement. Elle offre une grande diversité de formats et de médias pour transmettre le message de la marque aux consommateurs. On trouve aussi quelques caractéristiques clés de la publicité, comme la puissance d'action, la richesse d'expression, le contrôle du message, l'adaptation au budget, large portée, etc. Par exemple, la puissance d'action, la publicité permet à une entreprise de répéter son message à de nombreuses reprises, ce qui contribue à renforcer la notoriété de la marque dans l'esprit des consommateurs. Une grande campagne publicitaire peut démontrer la puissance et la présence d'une marque sur le marché. Pour la richesse d'expression, la publicité offre une grande variété de possibilités en termes d'expression créative. En fonction des médias utilisés, elle peut mobiliser l'image, le son, voire le 3D au cinéma. Cela permet à la marque de créer des publicités attrayantes et mémorables qui captent l'attention du public. On a aussi le contrôle du message. La marque a un contrôle total sur le message qu'elle souhaite transmettre à travers la publicité. Elle peut choisir quel aspect de la marque et du produit mettre en avant, ce qui lui donne la possibilité de façonner la perception des consommateurs selon ses objectifs de communication. On a aussi une autre caractéristique, c'est l'adaptation au budget. L'adaptation au budget, ici la publicité offre des options adaptées à différents budgets. Certaines formes de publicité comme la presse spécialisée peuvent être plus abordables pour les petites entreprises, tandis que d'autres comme la télévision peuvent nécessiter des investissements plus importants. On a aussi l'autre caractéristique est le large portée. La publicité permet de toucher un grand nombre de personnes à la fois, ce qui en fait un moyen efficace pour atteindre une audience étendue et diversifiée. En résumé, la publicité offre aux entreprises une opportunité de communication puissante, créative et contrôlée. Cependant, il est essentiel de bien comprendre son public cible, de choisir les bons médias et de concevoir des publicités percutantes pour atteindre les objectifs de communication de manière optimale. La publicité est un outil puissant de communication, mais elle présente également certaines faiblesses et limites, notamment le coût élevé, le clutter publicitaire, le faible taux de mémorisation, l'intrusivité, la difficulté à mesurer l'impact, la résistance des consommateurs, la durée limitée de l'effet, le ciblage inefficace, etc. Commençons par la première faiblesse est le coût élevé. La publicité peut être coûteuse, en particulier dans les médias traditionnels tels que la télévision, la radio ou les grands journaux. Cela peut rendre difficile pour les petites entreprises ou les startups avec des budgets limités d'accéder à des campagnes publicitaires d'envergure.
On a aussi le clutter publicitaire. Les consommateurs sont souvent exposés à de nombreuses publicités chaque jour, ce qui crée un encombrement publicitaire. En conséquence, il peut être difficile pour une annonce de se démarquer et de capter l'attention du public. On a la faible taux de mémorisation. Malgré les efforts pour créer des publicités créatives et accrocheuses, de nombreuses publicités sont rapidement oubliées par les consommateurs. Le taux de mémorisation peut être faible, ce qui réduit l'impact de la publicité. On a l'autre limite est l'intrusivité. Certaines publicités peuvent être perçues comme intrusives par les consommateurs, en particulier dans les médias en ligne ou les pop-ups, c'est-à-dire les bannières comme les bannières clignotantes et les vidéos automatiques peuvent perturber l'expérience de navigation. Parmi les limites aussi, on trouve la difficulté à mesurer l'impact. Il peut être difficile de mesurer avec précision l'impact de la publicité sur le comportement d'achat des consommateurs. Les résultats peuvent être influencés par de nombreux facteurs externes, rendant l'attribution des ventes à une campagne publicitaire spécifique complexe. On trouve aussi la résistance des consommateurs. Certains consommateurs peuvent développer une résistance à la publicité en ignorant activement les annonces et en utilisant des bloqueurs de publicité pour éviter d'être exposés aux messages promotionnels. L'autre désavantage est la durée limitée de l'effet. L'effet d'une publicité peut être de courte durée, en particulier pour les annonces destinées à stimuler les ventes à court terme. Une fois que la publicité cesse d'être diffusée, son influence peut être diminuée rapidement. L'autre limite est le ciblage inefficace. Malgré les avancées dans le ciblage de publicité, il peut arriver que des publicités soient diffusées à un public inapproprié, ce qui entraîne une perte de budget publicitaire. Passons maintenant aux avantages et inconvénients de la promotion des ventes. La promotion des ventes est un outil de communication qui vise à stimuler l'achat immédiat des produits ou services d'une entreprise. Elle se distingue par sa capacité à attirer l'attention des clients et à générer une réponse rapide en offrant des avantages attrayants. Voici 3 caractéristiques clés de la promotion des ventes. Capacité à attirer l'attention, pouvoir de stimulation, impact à court terme. Commençons par la capacité à attirer l'attention. Les opérations promotionnelles sont conçues pour attirer l'attention des clients potentiels, en proposant des offres spéciales, des échantillons gratuits, des concours, des bons de réduction ou d'autres avantages. Les promotions attirent les consommateurs vers les produits ou services de l'entreprise. Deuxième caractéristique est le pouvoir de stimulation. La promotion des ventes offre toujours un avantage ou une valeur ajoutée pour l'acheteur. Cela peut être une réduction du prix, un cadeau gratuit, une offre groupée, etc. Ces avantages incitent les clients à prendre une décision d'achat, car ils perçoivent une opportunité de bénéficier d'une valeur supplémentaire. Troisième caractéristique est l'impact à court terme. Contrairement à d'autres outils de communication qui visent à créer une notoriété à long terme, la promotion des ventes est conçue pour provoquer une réponse immédiate. Elle incite les consommateurs à agir rapidement pour profiter des avantages offerts, créant ainsi un impact immédiat sur les ventes. Il est important de noter que, bien que la promotion des ventes puisse être très efficace pour stimuler les ventes à court terme, elle doit être utilisée avec stratégie. Une utilisation excessive ou inappropriée des promotions peut entraîner une dévalorisation de la marque à long terme et habituer les clients à attendre des réductions constantes, ce qui peut affecter la rentabilité de l'entreprise. Une gestion équilibrée de la promotion des ventes en fonction des objectifs commerciaux et des besoins des marchés est essentielle pour maximiser son impact positif sur les ventes et la notoriété de la marque.
Alors, parmi les faiblesses de la promotion des ventes, on trouve l'effet à court terme, la dilution de la valeur de la marque, l'effet négatif sur la rentabilité, l'accoutumance des consommateurs, la détérioration de l'image de marque, la complexité des promotions et la dépense à la promotion. Commençons par l'effet à court terme. La promotion des ventes est souvent axée sur la stimulation immédiate des ventes et peut ne pas avoir un impact durable sur le comportement d'achat des consommateurs. Une fois que la promotion se termine, les ventes peuvent revenir à leur niveau normal. Deuxième limite est la dilution de la valeur de la marque. Une utilisation excessive des promotions peut diluer la valeur perçue de la marque, car les consommateurs peuvent être moins enclins à acheter au prix normal s'ils attendent à des remises fréquentes. Un autre inconvénient, c'est l'effet négatif sur la rentabilité. Les promotions peuvent réduire les marges bénéficiaires, en particulier si elles sont trop fréquentes ou offrent des réductions importantes. Cela peut avoir un impact négatif sur la rentabilité de l'entreprise. L'autre limite est l'accoutumance du consommateur. Si les consommateurs s'habituent à bénéficier de promotions régulières, ils peuvent attendre ces offres avant d'acheter, ce qui peut entraîner une diminution des ventes en dehors des périodes promotionnelles. On trouve aussi la détérioration de l'image de marque. Des promotions trop agressives ou mal conçues peuvent nuire à l'image de marque de l'entreprise en la faisant apparaître bon marché ou désespérée pour attirer des clients. L'autre limite est la complexité des promotions. Certaines promotions peuvent être complexes à mettre en œuvre et à gérer, en particulier lorsqu'elles impliquent des remboursements, des offres groupées ou des conditions spéciales. D'autres limites est la dépendance à la promotion. Si les clients sont habitués à n'acheter qu'en période de promotion, cela peut rendre l'entreprise dépendante de ces stratégies pour maintenir ses ventes, ce qui peut être risqué à long terme. On passe maintenant aux caractéristiques et inconvénients du parrainage d'événements et d'expériences. Le parrainage d'événements et d'expériences est un outil de communication distinct qui se caractérise par ses spécificités. Voici les principales caractéristiques de cet outil. On trouve la pertinence, l'implication et le caractère implicite. Pour la pertinence, le parrainage d'événements et d'expériences est considéré comme particulièrement pertinent car il permet aux clients de participer directement à l'événement ou à l'expérience. Cela crée un lien émotionnel fort entre les participants et la marque car ils ont la possibilité de vivre personnellement l'événement. Deuxième caractéristique est l'implication. Les événements en direct créent une forte implication chez les participants. En vivant l'expérience de première main, les clients sont plus susceptibles de se sentir connectés à la marque ou aux produits associés à l'événement. L'autre caractéristique est le caractère implicite. Contrairement à la publicité traditionnelle, qui vante explicitement les produits, le parrainage d'événements et d'expériences vise à créer des associations implicites entre les caractéristiques de l'événement et la marque. En étant associé à un événement positif ou significatif pour le public cible, la marque bénéficie d'une image positive et d'une perception favorable. Par exemple, une entreprise de boissons énergisantes qui parraine un événement sportif pourrait créer une association implicite entre son produit et l'énergie, la performance et l'esprit d'équipe. De même, une marque de vêtements de sport qui soutient des athlètes de haut niveau pourrait être perçue comme étant associée à la performance, à la qualité et à la détermination. Le parrainage d'événements et d'expériences offre une opportunité unique de créer un lien émotionnel avec le client, de renforcer aussi la notoriété de la marque et d'améliorer l'image de l'entreprise. Cependant,
Pour que cette stratégie soit efficace, il est essentiel que l'événement ou l'expérience soit en adéquation avec les valeurs et la personnalité de la marque afin de créer une association positive et cohérente dans l'esprit des consommateurs. Mais aussi, le parrainage d'événements et d'expériences est une stratégie de communication qui présente également des faiblesses et des limites. Voici quelques-uns d'entre elles. On a le coût élevé. On a la difficulté à mesurer l'impact, le ciblage limité, le risque de mauvaise association, l'effet temporaire, le manque de contrôle sur l'événement, la concurrence entre deux sponsors, etc. Commençons par le coût élevé. Le parrainage d'événements et d'expériences peut être coûteux, en particulier pour les grandes entreprises qui s'associent à des événements de grande envergure. Cela peut entraîner des pressions sur le budget de communication. On a aussi la difficulté à mesurer l'impact. Il peut être difficile de mesurer avec précision l'impact réel du parrainage d'événements sur les ventes, la notoriété de la marque ou d'autres indicateurs de performance. Contrairement à certains autres outils de communication, les résultats du parrainage peuvent être plus subjectifs. On a aussi le ciblage limité. Le parrainage d'événements peut avoir un ciblage limité en fonction du type d'événement choisi. Si l'audience de l'événement ne correspond pas parfaitement à la cible de l'entreprise, les retours sur investissement peuvent être moins importants. On a aussi d'autres limites et le risque de mauvaise association. Si l'événement parrainé est mal géré ou associé à un scandale ou une controverse, cela peut nuire à l'image de la marque et à sa réputation. On a aussi d'autres limites, c'est l'effet temporaire. Le parrainage d'événements peut générer une attention médiatique et un engouement à court terme, mais ces effets peuvent s'estomper rapidement une fois que l'événement est terminé. On a aussi le manque de contrôle sur l'événement. L'entreprise parrainant un événement n'a pas toujours un contrôle total sur l'organisation et la gestion de l'événement. Cela peut entraîner des problèmes si l'événement ne se déroule pas comme prévu ou si l'entreprise n'est pas représentée de la manière souhaitée. On trouve aussi qu'il existe des concurrences avec d'autres sponsors. Dans certains cas, un événement peut être parrainé par plusieurs entreprises, ce qui peut réduire l'impact du parrainage de chaque entreprise individuelle et rendre plus difficile la différenciation de la marque. Un autre moyen de communication qui a des avantages et des inconvénients est les relations publiques. Les relations publiques sont un outil de communication souvent sous-utilisé par les entreprises. Pourtant, elles peuvent s'avérer très efficaces, notamment pour corriger des idées erronées chez les clients ou pour toucher des prospects difficiles à atteindre par d'autres moyens. Voici les principales caractéristiques des relations publiques. On a la grande crédibilité, la capacité à toucher des prospects difficiles à atteindre et la grande force d'expression. Pour la grande crédibilité, les informations diffusées par le biais des relations publiques, en particulier celles émanant des journalistes, sont perçues comme étant plus crédibles que les messages publicitaires. Les articles de presse ou les reportages télévisés sur une entreprise ou une marque offrent une crédibilité bien supérieure, car ils sont considérés comme des informations impartiales et objectives. D'autres caractéristiques des relations publiques est la capacité à toucher des prospects difficiles à atteindre. Les relations publiques permettent de toucher des publics qui peuvent être difficiles à atteindre par le biais de la publicité ou de la force de vente. Certains prospects évitent les vendeurs ou ignorent les publicités, mais ils peuvent être réceptifs aux informations diffusées dans les médias par le biais des relations publiques. L'autre caractéristique aussi, c'est la grande force d'expression. Les relations publiques offrent l'opportunité de raconter l'histoire d'une entreprise, d'une marque ou d'un produit de manière approfondie et détaillée. Elles permettent de communiquer des informations complexes ou des aspects uniques de l'entreprise qui pourraient être difficiles à transmettre dans un message publicitaire court.
Les relations publiques aussi jouent un rôle essentiel dans la gestion de la réputation et de l'image d'une entreprise. Elles permettent de contrôler en partie la manière dont l'entreprise est conçue et perçue par le public en mettant en avant des messages positifs et en répondant à d'éventuelles critiques. Les articles de presse, les communiqués de presse, les interviews et les événements de relations publiques peuvent tous contribuer à façonner l'image de la marque et à établir une relation de confiance avec les clients potentiels. Les relations publiques, associées à d'autres outils de communication, peuvent renforcer l'efficacité globale de la stratégie de communication d'une entreprise et l'aider à atteindre ses objectifs commerciaux de manière plus complète et équilibrée. Les relations publiques ont également certaines faiblesses et limitations. Voici quelques-unes d'entre elles. On a la difficulté de mesure de l'impact, le temps et efforts nécessaires, la dépendance vis-à-vis des médias, les risques de contrôle limités, le coût potentiel et influence limitée sur les attitudes à court terme, et les risques de mauvaise gestion de crise. Commençons par la difficulté de mesure de l'impact. L'évaluation précise de l'efficacité des relations publiques peut être complexe. Contrairement à certains d'autres outils de communication, il peut être difficile de quantifier directement l'impact des activités de relations publiques sur les ventes ou la notoriété de la marque. On a aussi d'autres limites et le temps et efforts nécessaires. Les relations publiques exigent du temps et des efforts pour établir et entretenir des relations avec les médias, les influenceurs et d'autres parties prenantes. Les résultats peuvent prendre du temps à se manifester, ce qui peut nécessiter une patience et une persévérance considérables. Maintenant, on a aussi d'autres limites et la dépendance vis-à-vis des médias. Les relations publiques dépendent largement de la couverture médiatique. Si les médias ne choisissent pas de couvrir les histoires de l'entreprise, cela peut limiter l'impact de la stratégie de relations publiques. On a aussi le risque de contrôle limité. Bien que les entreprises puissent mettre en place des campagnes de relations publiques, elles ont un contrôle limité sur la façon dont les médias et le public interprètent et rapportent les informations. Cela peut conduire à des messages déformés ou mal compris. On a aussi un coût potentiel. Bien que les relations publiques puissent être moins coûteuses que d'autres formes de communication, elles nécessitent toujours des ressources telles que le temps et le personnel pour gérer les relations avec les médias et les partenaires. D'autres limites, c'est l'influence limitée sur les attitudes à court terme. Les efforts de relations publiques peuvent avoir un impact plus significatif sur l'image de marque et la réputation à long terme, mais ils peuvent ne pas avoir un effet immédiat sur les attitudes de consommateurs à court terme. D'autres inconvénients, il risque de mauvaise gestion de crise. En cas de crise ou de situation négative, les relations publiques peuvent être mises à rude épreuve pour gérer la situation et limiter les dommages potentiels pour la marque. L'autre moyen de communication maintenant est le marketing en ligne et sur les médias sociaux. Le marketing en ligne et sur les médias sociaux est un outil de communication incontournable dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Il prend différentes formes pour interagir avec les clients en fonction de leur comportement en ligne. Voici maintenant les caractéristiques clés du marketing en ligne et sur les médias sociaux. Premièrement, la richesse. Le marketing en ligne et sur les médias sociaux offre une grande richesse d'informations et de divertissement. Les entreprises peuvent utiliser différents formats tels que les articles de blog, les vidéos, les infographies, les images, les podcasts, etc. pour fournir des informations pertinentes et intéressantes aux clients. Les contenus peuvent être aussi longs et aussi courts que nécessaire pour répondre aux besoins du public cible. L'autre caractéristique est l'interactivité. L'un des atouts majeurs du marketing en ligne et sur les médias sociaux est son interactivité. Les clients peuvent réagir, commenter, partager et interagir avec le contenu, ce qui permet aux entreprises d'ajuster leurs messages en fonction des réponses du public.
Cette interaction favorise également l'engagement des clients et renforce les liens avec la marque. D'autres caractéristiques est l'actualité. Le marketing en ligne et sur les médias sociaux offre une grande flexibilité en termes de temps, de préparation et de diffusion des messages. Les campagnes peuvent être préparées et lancées en un temps record, ce qui permet aux entreprises de réagir rapidement à l'actualité, aux tendances ou aux événements pertinents pour leur public. On a aussi le marketing mobile. Le marketing mobile est devenu une composante essentielle du marketing en ligne et sur les médias sociaux, s'appuyant de plus en plus sur la téléphone mobile, sur les smartphones et les tablettes. Voici les spécificités clés du marketing mobile. On a le temps réel. Le marketing mobile permet d'envoyer des communications à temps réel à un moment précis. Les messages peuvent être adaptés en fonction de la localisation du consommateur, ce qui permet aux entreprises de cibler les clients aux bons endroits et au bon moment. Par exemple, une enseigne de vente au détail peut envoyer une offre spéciale ou un coupon de réduction lorsque le client se trouve à proximité d'un de leurs magasins, augmentant ainsi les chances d'inciter le client à effectuer un achat. D'autres caractéristiques du marketing mobile est l'influence. Le marketing mobile a la capacité d'atteindre les clients au moment même où ils prennent une décision d'achat. Les notifications push, les publicités ciblées et les messages personnalisés peuvent influencer les choix des consommateurs en leur fournissant des informations pertinentes au moment opportun. Cela peut contribuer à renforcer la notoriété de la marque, à encourager les achats impulsifs et à améliorer l'expérience d'achat globale. D'autres caractéristiques est la diffusion. Les consommateurs ont généralement leur téléphone mobile à portée de main en permanence, ce qui rend le marketing mobile extrêmement accessible et réactif. Les messages envoyés via le marketing mobile sont à portée de doigt des clients et ils peuvent consulter ces messages à tout moment et n'importe où. Cela permet aux entreprises d'entrer en contact avec leur public de manière rapide et efficace. Passons maintenant aussi à d'autres moyens de communication, le marketing direct et de base de données. Le marketing direct et de base de données est un outil de communication de plus en plus puissant grâce à l'avènement de Big Data, qui permet d'obtenir des informations approfondies sur le consommateur. Voici les caractéristiques clés du marketing direct et de base de données. On a le caractère personnel. Le marketing direct repose sur la collecte et le stockage d'informations sur les consommateurs dans des bases de données massives. Ces données peuvent inclure des comportements d'achat passés, des préférences, des opinions, des habitudes d'utilisation et d'autres informations pertinentes. Grâce à ces données, les entreprises peuvent créer des communications personnalisées et ciblées pour chaque individu, offrant ainsi une expérience plus pertinente et engageante pour le consommateur. D'autres caractéristiques est le caractère proactif. Le marketing direct est proactif dans sa nature. Les campagnes de marketing direct visent à générer de l'attention, à informer les consommateurs sur le produit ou service et à les inciter à l'action. Cela peut prendre la forme d'emails personnalisés, de messages de texte, de courriers postaux ciblés, etc. D'autres caractéristiques est la complémentarité. Le marketing direct et de base de données peut renforcer l'impact d'autres outils marketing, en particulier dans le domaine de l'e-commerce. Par exemple, un bon catalogue en ligne peut inciter à l'achat en proposant des produits pertinents en fonction des préférences et des comportements d'achat des consommateurs. De même, les campagnes de remarketing qui ciblent les consommateurs ayant déjà manifesté un intérêt pour un produit ou un service peuvent être particulièrement efficaces pour les convaincre de finaliser leur achat. Le marketing direct présente également certaines faiblesses et limites. Malgré ses avantages indéniables, voici quelques-unes des principales faiblesses du marketing direct. On a l'intrusion perçue, la saturation du marché, le coût élevé, le manque de réactivité, difficulté de mesure de l'efficacité,
Potentiel de mauvais ciblage, risque de perception négative. Commençons par l'intrusion perçue. Les communications directes telles que les emails non sollicités ou les appels téléphoniques peuvent être perçus comme intrusives par les consommateurs, ce qui peut entraîner une réaction négative et un rejet de la marque. D'autres faiblesses est la saturation du marché. Avec la popularité croissante du marketing direct, les consommateurs peuvent être submergés par une grande quantité de messages promotionnels, ce qui peut conduire à une saturation du marché et à une baisse de l'efficacité globale du marketing direct. On a aussi le coût élevé. Le marketing peut être coûteux en raison des frais associés à la gestion de bases de données, à l'impression, à l'envoi postaux, aux appels téléphoniques, etc. Les entreprises doivent investir dans des outils technologiques et des ressources pour mettre en œuvre efficacement des campagnes de marketing direct. On a aussi le manque de réactivité. Certaines formes de marketing direct, comme les envois postaux, peuvent prendre du temps pour atteindre le public cible et obtenir une réponse. Cela peut rendre difficile la réactivité rapide aux besoins changeants des consommateurs. On a d'autres limites et la difficulté de mesure de l'efficacité. Il peut être difficile de mesurer avec précision l'efficacité des campagnes de marketing direct, contrairement à la publicité en ligne où les clics et les conversions peuvent être suivis directement. Il peut être compliqué de déterminer le retour sur l'investissement et les campagnes de marketing direct. On a aussi le potentiel de mauvais ciblage. Si les données de ciblage ne sont pas précises ou à jour, les campagnes de marketing direct peuvent atteindre le mauvais public, ce qui peut entraîner un gaspillage de ressources et une frustration pour les consommateurs. On a aussi le risque de perception négative. Si les campagnes de marketing direct sont mal exécutées ou perçues comme non pertinentes, elles peuvent entraîner une perception négative de la marque et de ses pratiques marketing. Passons maintenant au dernier moyen de communication qui est la vente personnelle. La vente est un outil de communication essentiel pour conclure le processus d'achat, construire la préférence pour la marque, convaincre le client potentiel et inciter à l'achat. Donc, voici les trois principales caractéristiques de la vente en tant qu'outil de communication. La personnalisation, l'orientation relationnelle et l'orientation vers la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire la personnalisation? La vente offre la possibilité de personnaliser le message en fonction de chaque client. Le vendeur peut s'adapter aux besoins spécifiques de chaque individu, répondre à ses questions, résoudre ses objections et fournir des informations pertinentes. Cette personnalisation renforce l'impact du message et augmente les chances de susciter l'intérêt et la confiance chez le client. On a aussi l'orientation relationnelle. La vente permet d'établir des relations avec les clients allant du simple contact commercial à une véritable amitié. Les interactions entre le vendeur et le client peuvent être fondées sur la confiance, l'empathie et la compréhension mutuelle. Ces relations positives peuvent renforcer la fidélité à la marque et à favoriser les ventes répétées. D'autres caractéristiques est l'orientation vers la réponse. Contrairement à d'autres outils de communication qui visent à créer une notoriété ou à transmettre un message, la vente a pour objectif d'inciter directement l'acheteur à réagir et à prendre une décision d'achat. Le vendeur guide l'acheteur tout au long du processus d'achat, l'incitant à faire des choix en fonction de ses besoins et de ses préférences. La vente personnelle présente également certaines faiblesses et limites malgré son rôle essentiel dans le processus d'achat.
Voici quelques-unes des principales faiblesses de la vente personnelle. Le coût élevé. La vente personnelle peut être coûteuse en termes de recrutement, de formation et de rémunération des commerciaux. Cela peut représenter un investissement significatif pour l'entreprise, en particulier si elle opère dans des marchés business to business ou des industries de cycle de vente long. D'autres limites, la dépendance aux compétences des commerciaux. L'efficacité de la vente personnelle repose en grande partie sur les compétences et l'expertise des commerciaux. Si l'équipe de vente n'est pas bien formée ou ne prend pas bien les besoins des consommateurs, cela peut entraîner des ventes perdues et une perte d'opportunités. D'autres limites est le temps et ressources nécessaires. La vente personnelle peut prendre du temps, en particulier lorsqu'il s'agit de conclure des ventes complexes ou de négocier avec des clients potentiels exigeants. Cela peut également nécessiter des ressources supplémentaires pour les déplacements et les rencontres en face à face. D'autres inconvénients est la sensibilité à la fluctuation de la force de vente. Les changements dans l'équipe de vente, tels que les départs ou les nouveaux embauches, peuvent avoir un impact sur la continuité et la cohérence des relations avec les clients. Et dernièrement, on trouve la difficulté à atteindre certains segments du marché. Certains segments de marché peuvent être difficiles à atteindre par la vente personnelle, notamment les clients géographiquement dispersés ou les clients de certaines industries très spécifiques. Et maintenant, posons la question, qu'est-ce qui influence le choix du mix de communication, c'est-à-dire parmi tous ces moyens de communication? Le choix du mix de communication dépend de plusieurs facteurs qui influencent la manière dont les entreprises décident d'allouer leur budget et de déployer leurs efforts marketing. On trouve par exemple le type de clientèle. Le choix du mix de communication peut varier en fonction de la nature de la clientèle, qu'il s'agisse du particulier, c'est-à-dire business to consumer, ou d'entreprise, c'est-à-dire business to business. Les entreprises business to consumer ont souvent tendance à dépenser davantage en publicité et en promotion, tandis que les activités business to business peuvent mettre davantage l'accent sur la force de vente. Cependant, même dans les activités business to business, la publicité peut jouer un rôle important en faisant connaître l'existence de l'entreprise ou des produits, en expliquant certaines caractéristiques, en facilitant la prospection, etc. Une force de vente efficace peut également contribuer à accroître l'espace en rayon, à susciter l'enthousiasme chez le distributeur, à prospecter de nouveaux clients et à gérer les comptes clés. Deuxième facteur est la réponse souhaitée chez l'acheteur. Le choix des outils de communication peut varier en fonction des différentes étapes du processus d'achat. La publicité est souvent utilisée pour développer la notoriété des produits, tandis que la force de vente peut être plus efficace pour convaincre les acheteurs. La promotion des ventes peut jouer un rôle important pour encourager l'essai des produits, tandis que la publicité de rappel peut favoriser le réachat. Les activités en ligne peuvent également affecter toutes ces étapes de processus d'achat. Le troisième élément ou facteur, c'est l'étape dans le cycle de vie du produit. Les outils de communication utilisés peuvent varier en fonction de l'étape dans le cycle de vie du produit. En phase de lancement, la publicité et les relations publiques peuvent être essentielles pour construire la notoriété du produit. En phase de croissance, la bouche à oreille peut devenir plus important et le marketing en ligne peut jouer aussi un rôle clé. En phase de maturité, les actions promotionnelles sont souvent intensifiées pour contrer la concurrence et stimuler l'utilisation des produits. Enfin, en phase de déclin, les actions de communication diminuent généralement alors que les opérations promotionnelles restent actives. La dernière étape dans l'élaboration d'une campagne de communication, la mesure des effets de la communication.
L'évaluation de l'efficacité de la communication est essentielle pour la direction de l'entreprise afin de justifier les investissements réalisés et de prendre de meilleures décisions en la matière. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour mesurer les effets de la rentabilité des opérations de communication. On trouve les marché-tests, les mesures de retour sur investissement, les enquêtes auprès des consommateurs, analyse du processus d'achat. Pour les marché-tests, cette méthode consiste à comparer des échantillons de consommateurs exposés et non exposés à une opération de communication pour évaluer son impact. Cela permet de dresser un bilan et analyser les effets à court terme et long terme. D'autres méthodes est la mesure du retour sur investissement. On utilise de nombreux indicateurs qui se rapportent à l'achat lui-même, en plus des évolutions d'image et de notoriété. On analyse la capacité de la communication à influencer l'attention d'achat des consommateurs en termes de recrutement et de fidélisation. D'autres méthodes est l'enquête auprès des consommateurs. Une pratique courante consiste à mener des enquêtes pour déterminer si les consommateurs de la cible ont été exposés au message, combien de fois, s'ils s'en souviennent, s'ils l'ont compris, s'ils l'ont attribué correctement à la marque, s'ils l'ont apprécié et s'ils ont modifié leur attitude envers la marque et le produit. Dernièrement, la méthode d'analyse du processus d'achat. On peut examiner le pourcentage et la cible située à chaque étape du processus d'achat avant et après la campagne de communication. Cela permet de comprendre l'impact de la communication sur la notoriété, l'essai des produits, la satisfaction des clients, etc. Donc, grâce à ces méthodes d'évaluation, les responsables de communication peuvent mieux comprendre l'efficacité de leurs actions et ajuster leur stratégie pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre cours et avant de le clôturer, passons maintenant par quelques concepts clés. Tout d'abord, le mix de communication englobe 7 principaux moyens d'action: la publicité, la promotion, le parrainage, les relations publiques, le marketing digital, le marketing direct et de base de données, ainsi que la force de vente. En combinant judicieusement ces actions, une stratégie de communication intégrée est mise en place, exploitant la complémentarité et les synergies des différents outils pour atteindre les objectifs fixés. La communication implique 9 éléments essentiels: un émetteur, un récepteur, un message, un canal de transmission, un processus de codage, un processus de décodage, une réponse attendue, la rétroaction, le feedback et le bruit éventuel. Donc, pour assurer une compréhension mutuelle, l'émetteur doit encoder son message en tenant compte de ses capacités de décodage du récepteur. Ce message est ensuite transmis à travers des médias adaptés, tandis que l'émetteur recueille le feedback de l'audience ciblée pour s'assurer que la réponse souhaitée a bien été obtenue. La mise en place d'une communication efficace implique 8 étapes clés. Tout d'abord, il est nécessaire d'identifier clairement la cible de communication à atteindre. Ensuite, il convient de définir précisément les objectifs à atteindre grâce à cette communication. La troisième étape consiste à élaborer le message à transmettre de manière percutante et adaptée à la cible. Puis, il est essentiel de choisir judicieusement les canaux de communication pour atteindre le public visé. En parallèle, il faut décider du budget alloué à cette communication. Une fois ces choix effectués, il est temps de déterminer le mix de communication en combinant les différents outils sélectionnés. À l'issue de la mise en place de la communication, il est important de mesurer les résultats obtenus pour évaluer l'efficacité des actions entreprises. Enfin, la dernière étape consiste à coordonner l'ensemble des processus de communication pour assurer une cohérence et une synergie entre les différentes actions mises en œuvre. Et pour établir son mix de communication,
L'entreprise doit évaluer les atouts et les contraintes de chaque outil en prenant en considération le profil de sa clientèle cible, l'objectif souhaité auprès des acheteurs et la phase du cycle de vie du produit. Et maintenant, c'est la fin de notre cours. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.